avec Grégoire Favet. et Jean-François Baquet est avec nous pour commencer cette émission, comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, on avait une semaine très chargée la semaine dernière en termes de dynamique de marché. Ça n'a d'ailleurs pas eu forcément les impacts qu'on attendait. C'est vrai que le marché n'a pas fait grand-chose la semaine dernière. Il y a eu pas mal d'événements qui ont été pris comme des non-événements justement par le marché. Il y avait la Fed, il y avait la première opération de refinancement à long terme des banques européennes par la BCE, Moody's qui était attendu sur une dégradation de la France qui finalement n'a pas eu lieu. Bref, beaucoup d'événements auxquels le marché a réussi à résister. Où est-ce qu'on en est en ce début de semaine là, maintenant qu'on a levé tous ces obstacles? Oui, c'est vrai qu'ensemble on avait évoqué l'idée déjà de ne pas être contre la BCE, hein, de ne pas être don't fight the Fed, et maintenant c'est don't fight the ECB. Il ne faut surtout pas être contre la Banque Centrale Européenne. Donc ça c'est acté, avec un biais aussi international pour jouer la baisse de l'euro. Donc ça c'est un élément aussi intéressant. Ce qu'on regarde cette semaine, enfin après l'ensemble de ces nouvelles, c'est qu'on voit effectivement qu'il faut peut-être commencer à s'intéresser aux cycliques après s'être fortement intéressé aux défensives, parce qu'effectivement beaucoup de nuages sont partis, ont été dissipés, beaucoup de risques se sont éloignés. Je rappelle qu'on avait un risque sur la Fed, un risque majeur. Les deux risques majeurs, c'était la Fed et la Banque Centrale Européenne et la zone euro. La Fed a effectivement, il n'y a pas eu de grande déclaration la semaine dernière, mais en tout cas elle a renouveler sa politique accommodante et en tout cas rassurer les marchés en expliquant qu'elle pourrait éventuellement augmenter ses taux, mais dans très longtemps, donc on est rassuré. Donc vous retenez toujours un ton plutôt dovish, un colombe, accommodant du côté de la Fed. Là, pas de pression dure à court terme. Exactement. En tout cas, on est tranquille jusqu'au 29 octobre. C'est ce qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière. La grande réunion de rentrée pour la Fed sera sans doute le 29 octobre. Donc on est tranquille pour un bon mois. Côté de la BCE, il y a un TLT euro qui a été mis en place, donc la politique d'intervention de la BCE a clairement démarré. Alors c'est une petite déception, 82 milliards d'injections sur les 400 qui étaient proposés. Bon, c'est une demi-déception parce que quand vous êtes banque et que vous faites appel à la BCE, c'est aussi un signal négatif. On dit, regardez, vous êtes un mauvais élève, vous avez besoin de liquidité. Ça peut être stigmatisant. Stigmatisant à une période où, je rappelle, il y a un audit, un contrôle, une analyse qui est en train d'être faite. Donc, il ne faut pas non plus... il faut faire ça de manière un peu délicate. Et puis, de toute façon, il y aura sans doute d'autres mesures qui seront enclenchées par la Banque Centrale Européenne. Des achats d'ABS, des achats d'obligations, de titrisation ou d'emprunts souverains. Donc très clairement, on sait qu'elle en a sous le coude et qu'elle peut encore intervenir. La Chine aussi est venue quelque part rassurer. Il n'y a pas eu d'intervention officielle de la Banque centrale, mais les déclarations c'est à penser qu'elle pouvait intervenir, et donc finalement la Chine, avant d'être une opportunité et un signal, et en tout cas pas une zone de risque, là encore ça a tendance à s'écarter. Je rappelle qu'il y avait aussi des risques côté ukrainien ou écossais, puisqu'on avait des risques un peu géostratégiques. Donc là encore, les nuages se sont dissipés. Il y avait aussi, à plus court terme, plus proche de nous, un risque français, puisqu'on attendait Moody's qui n'a pas finalement dégradé la signature française. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement... Valls, notre Premier ministre, a été prêté allégeance en fait à Angela Merkel et à l'Allemagne, et ce qui est un signal très positif, puisque finalement, suite à la BCE, on attend un signal politique très clair. Le signal politique, c'est nous en Europe, on va lutter contre les trois grands risques: déflation, croissance faible, récession et chômage. Et donc on a très clairement les signaux d'une action politique prochaine, puisque la France étant justement dans l'œil du cyclone, on s'attendait à ce que l'Allemagne soit un petit peu dure. Là, visiblement, c'est plutôt une Angela Merkel plus souple. Il y a une volonté d'apaisement, on le sent, de part et d'autre. Merkel qui reconnaît que Manuel Valls est en train de mettre en place un programme de réforme impressionnant. Elle espère, la chancelière allemande, que le gouvernement va réussir. Dans le même temps, elle dit attention sur la flexibilité budgétaire. Tout le monde a des limites qu'il faut respecter. Et puis Manuel Valls, lui, qui promet que les réformes
nous allons les faire. Voilà. Donc il y a un discours convergent, là, on va dire, entre les deux chefs de gouvernement. On est encore dans le niveau du signal, c'est encore des déclarations, mais qui seront suivies des faits. Alors on peut attendre 2-3 mesures fortes en France, des réformes structurelles, les professions réglementées et d'autres, peut-être pas jusqu'à toucher aux 35 heures, mais clairement des signaux social-démocrates, social-libérales qui viendront justement rassurer l'Allemagne. Et donc ça permettra assez facilement ensuite d'enclencher des mesures de relance par Juncker. On parle de 300-400 milliards de relance justement pour lutter contre le chômage. Donc tout de suite on se dit il faut jouer ce thème. Jouer ce thème de plan de relance en Europe, vu en fait les niveaux de valorisation en Europe. Pour l'instant, on était relativement prudent, vu justement cette semaine qui était un peu chargée, mais on se rend bien compte qu'il peut y avoir un scénario intéressant à jouer. Donc on se tourne vers des cycliques, un marché européen qui est valorisé à 14 fois les bénéfices. Aux États-Unis, on est à 16 fois. Puis c'est un peu aussi un raisonnement par l'absurde, maintenant qu'on a quelques risques qui sont dissipés. Dans quoi vous voulez investir en fait aujourd'hui, Grégoire, dans votre portefeuille? Le monétaire rapporte zéro, les taux rapportent pas grand-chose, l'or, le pétrole et des marchés qui sont plutôt à la baisse. Donc c'est très difficile pour les investisseurs de trouver des placements intéressants. Pour vous donner une idée, le rendement sur les actions zone euro aujourd'hui est en moyenne de 3%. Les dividendes servis aux actionnaires sont de l'ordre de 3%, des sociétés qui sont plutôt bien gérées en France et en Europe. Le rendement équivalent sur les obligations zone euro est de 1,5%. Donc vous avez un écart, c'est 3 fois plus sur les rendements des actions, avec 3 fois plus de risques aussi. Enfin, c'est un placement qui est couple risque-rendement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les écarts, cet écart entre le rendement des actions et le rendement des obligations n'a jamais été aussi élevé depuis 10 ans. Donc, aucun intérêt aujourd'hui d'aller prendre du risque sur les obligations et on pousse mécaniquement les investisseurs vers les actions. Avec l'idée, vous nous dites, de reprendre des cycliques là. Ces valeurs dont on ne voulait plus, c'est vrai que quand on a vu la phase de rebond après la baisse du marché au cours de l'été, c'est plutôt les grandes valeurs internationales un peu endormies ces derniers temps, un peu beaucoup même, qui ont repris un petit peu de poil de la bête. Je sais pas, je pense à du Essilor, du Sanofi. Les valeurs qu'on a revues un petit peu sur le devant de la scène ces dernières semaines. Là. Vous nous dites, non, il faut plutôt aller chercher les cycliques, celles où il y a encore de la valeur à extraire, boursièrement parlant. Alors, ce thème des valeurs internationales, on en a parlé, on l'a joué, c'est intéressant de l'avoir en portefeuille, donc il faut les garder. L'idée, c'est pas de complètement changer son allocation, mais c'est de commencer à revenir sur des cycliques alors qu'on a en point de mire une politique européenne de relance pour lutter contre le chômage, l'inflation, la récession. Et on va forcément avoir des mesures qui vont porter les valeurs domestiques cycliques, européennes, françaises, européennes, donc l'automobile, le bâtiment, enfin toutes les valeurs qui sont justement procycliques et qui profiteront de ces plans de relance, comme elles sont assez peu valorisées et que ça a été un petit peu chahuté ces derniers temps, c'est intéressant de revenir sur ce thème. Bon, un thème contrariant très clairement. Si on regarde la séance du jour, c'est vrai que les valeurs cycliques, elles sont plutôt en baisse. On voit du ArcelorMittal qui recule 1,4%, Technip, le secteur des services pétroliers toujours un peu compliqué, moins 0,9%, Saint-Gobain, Schneider, tout ça sont des valeurs en baisse. On se réfugie encore à nouveau sur des grandes valeurs internationales, type Sanofi aujourd'hui qui gagne 0,75%, Total avec sa journée investisseur qui gagne 0,4%, encore Essilor qui progresse de 0,3% dans un marché qui ne fait pas grand-chose. On recule légèrement sur le CAC, mais il n'y a vraiment pas de prise de risque. On est en légère baisse de 0,12%, séance encore très attentive pour les marchés européens, moins 0,12% donc sur le CAC, 4456 points, alors qu'on a les premières déclarations de Mario Draghi qui est auditionné en ce moment par les membres de la Commission européenne. Merci beaucoup Jean-François Bête, directeur général de Morningstar sur BFM Business, chaque lundi après-midi avec nous. Les marchés donc